The totality of lies and deception being pushed on populations by the power structure can't be fully comprehended. The official denial of the ongoing climate engineering, weather warfare, biological warfare atrocities in our skies is the most massive and dangerous official deception of all. Though there is an illegal federal gag order on all National Weather Service and all National Oceanic and Atmospheric Administration employees, occasionally mainstream media weather forecasters have made mention of the U.S. military's toxic heavy metal and chemical dispersions in our skies, though, again, never admitting to the ongoing climate engineering operations. How are you, Craig? I'm well, and the radar is looking a little bit busy tonight, but it's a little deceiving because sometimes, especially here in South Florida and near the waters of South Florida, there are military training exercises, and they release this thing, these little reflective materials in the atmosphere that the radar bounces off of. Now, I'm not going to go into a big explanation about what it is and why they release it. It's called chaff, and when we see it on the radar, we know it's harder to find the precipitation, but the radar that we use is able to switch modes so we can distinguish the chaff from the rain. And in fact, here is the shower activity right now that's moving to the north. All this stuff to the south is chaff. It's not rain. It's just those military decoys that are released into the atmosphere. We've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain. That is not snow. Believe it or not, military aircraft flying through the region is dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. The narrative of the two mainstream meteorologists shown is that we are just seeing, quote, aluminum and chemical chaff on the radar screens, which of course means it's in our skies, over our heads, and raining down on us all, where it is inhaled and absorbed by each and every one of us, along with every living thing. Even if the, quote, chaff narrative was true, which it is not, should the just chaff explanation make us feel any better about what's going on in the skies above our heads? Here's the reality we face. Our once thriving planet is now being encased in a toxic atmospheric cocoon, a jet aircraft sprayed heavy metal and chemical concoction of climate engineering elements that are completely contaminating, again, every breath we take, along with the entire web of life. So if I made a decision, or if there was a collective decision to do a geoengineering program, and you put, say, the kind of program I think makes more sense would put about 1 million tons a year in, but let's say, you might end up killing many tens of thousands of people a year as a direct result of that decision. Even at this late hour, very, very few yet grasp the gravity and immediacy of what's unfolding around us all. The reality we've all known is unraveling by the day. Industrialized, militarized society was never sustainable. The formerly thriving planet will not recover to what it once was in any time frame that matters. What can we do to make a difference for the better at this very late hour? We can focus our available time, effort, and energy on salvaging what is yet left of Earth's life support systems. We can dedicate our lives to the attempt of salvaging some semblance of a future for our children and what is yet left of the web of life. How can we do this? What should be our logical priority? The most important leap we could make in the right direction is to expose the climate engineering atrocities to the world. Then, with the masses awakened to what has been done to them without their knowledge or consent, with a global army of the awakened, with our military brothers and sisters awakened to what they are doing to themselves, to their own children, to their own citizens, then we can stop the climate engineering, weather warfare insanity. Refuse to go silently into the night. Stand up and join this epic battle for the greater good. Make your voice heard while it can make a difference. Share credible data from a credible source. Help to start spot fires of awareness. Help to fuel the individual flames of awakening until they merge into a blaze that cannot be put out by the power structure. Our will can never be taken. Never give up, ever. This is Dane Wigington with geoengineeringwatch.org.
when I moved to the Pacific Northwest thinking I would find clean air, and seeing these trails above that were blocking, in some cases, 60, 70, 80% of my solar uptake, clearly something was going on. And research led me to this subject. I began testing water, did not want to find these toxic heavy metals, but I did, in ever-increasing amounts. I'm in this fight because my children have no future if we don't stop this. And even if we stop this, we faced immense challenges, immense. There is even more climate engineering going on above the clouds on days like today. And we know this because it's coming down in the rain. These particulates are so small, they enter right through the lung lining, go straight into the bloodstream, and adhere to your cell receptors like a plaque. Again, we are all getting dumber by the day. And that's why, again, I focus on this issue. If we can't think clearly, what challenges will we face? None. We will face none. And as far as what the global elite do to exempt themselves, there are chelation methods available to them that we don't have. It's up to us to act. It's up to us to do what we can. Earth is now a toxic planet. There's no question about this. You can't hide from this. In fact, the only uncontaminated body of water on the planet is Lake Vostok in Antarctica because it's below a mile of ice. That's it. Nothing is uncontaminated, but the greatest single source is, again, climate engineering. All roads lead back to climate engineering. Why are the bees dying off? Colony collapse disorder. And I've spoken to the head bee people in the country, but they won't look. So why are the bees dying 1,000 miles into the wilderness? They're looking at a chemical, and chemicals are bad. But why are the bees dying 1,000 miles into the wilderness? We have a study from 2010. 1,000 whales from the most remote places on the planet that had, quote, jaw-dropping levels of aluminum in their tissue. There is nowhere to hide from this. How many have already died? How many people have already died as a direct result of these programs? Respiratory mortality in the continental US from 2005 to 2010 went from 8th on the list of mortality to 3rd. That's an astronomical amount of people. How many people have asthma? Alzheimer's. By the way, the Alzheimer's Association about a month ago refused to sell me a $500 sponsorship for their event because they told me in no uncertain terms they did not want me talking about aluminum being connected to Alzheimer's. So we did a little research and found out that elements of the aluminum industry sponsor the Alzheimer's Association. We have, with the geoengineering, weather warfare. We know that cyclonic suppression is not only possible, but being done. This is hurricane suppression and hurricane augmentation. We saw Cyclone Haiyan last year in the Philippines cut a swath through that island nation, and now the U.S. military is there under humanitarian pretext, but now they're setting up bases. Same thing happened in Pakistan. Same thing in Thailand. Thailand refused the U.S. a military base that they told Thailand was for weather monitoring. The Thai government apparently knew it was for weather manipulation. They refused the base. Thailand immediately found itself underneath record floods. So we know this is going on, and when you have climate engineering, you cannot separate that from biological warfare. You cannot. So we have a climate science community that is either clinically blind, in total denial, or lying for a paycheck. How can you have the largest scientific panel in human history, the IPCC, 2,000 climatologists, that cannot recognize this atrocity in our skies? How is that possible? It doesn't take a lot of consideration to answer this question. It's about power and control. It's always been about power and control. And we have leaders of nations on the floor of the UN stating that their country is being droughted out by NATO weather modification programs. This is fact. Absolute fact. Our media does not cover any of this. The power structure, the military-industrial complex will never, ever admit defeat. Never. I talked to an insider with these programs. I can't release his name, but I published the conversation. And here's what he said. The government will never disclose these programs because they know if the public found out, and I'm quoting about verbatim, they would find those responsible and shoot them or hang them in front of a firing squad. They know how the public will react to this. If we're to have any chance for a living planet, we must stop this. We must stand together. We must take a stand together. Consider
Hallo, ich begrüße euch alle. Ich finde es toll, dass hier so viele Mitmenschen sind. Vielleicht kommt er ja heute gar nicht. Zum Thema Frieden möchte ich nur sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das, was wir hier machen, nämlich unseren eigenen Kopf benutzen, unsere Fähigkeit zu denken, selber Schlussfolgerungen zu ziehen, Informationen zu verarbeiten, daraus neue Informationen zu machen, das ist das, was uns dazu gemacht hat, dass wir so diskreditiert werden als Friedensbewegung. Denn das darf nicht sein, dass wir selber denken. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker und habe Flugzeuge repariert und so weiter. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe auf dem militärischen Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ein Flugzeug mit einer Sprüheinrichtung ausgestattet, was an unserem Himmel giftige Substanzen versprüht. Als ich mit den Beweisen dafür, den Fotos und allem drum und dran, zu meiner grünen Abgeordneten im Bürgerbüro gegangen bin und gesagt habe, hier, so sieht's aus, ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung, ist 3 Tage später mein Boss zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, ich muss dich entlassen, da werden von ganz oben große Räder gedreht, die ich nicht mehr halten kann. Ich kriege keinen Job mehr in der Luftfahrt. Jeder, der gerne wissen möchte, wie das aussieht und wie das gemacht wird, der kann dann zu mir kommen, ich habe hier alles mit. Ich möchte dazu nur sagen, als wir fertig waren mit dem Umbau dieses Fliegers, also wir haben den innen entkernt, haben die ganzen Tanks eingebaut, haben die Leitung gelegt, haben diese Sprüheinrichtung installiert, da wurde uns gesagt, ich war ja Zivilangestellter unter Kontrolle des Militärs, dass das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum das praktisch als Test macht, ja, der Flieger fliegt vorne weg, dann fliegt denen ihr Partikelmessflugzeug hinterher und misst Partikeldichte, Ausbringungsparameter und so weiter und so weiter. Die wollen ja schließlich wissen, wie sich das verbreitet. Und wir waren fertig und da kam dann das Militär und hat uns angewiesen, Vollschutzanzüge und Atemmasken zu tragen, denn die Tanks müssen jetzt befüllt werden und die Substanzen, die da reinkommen, ja, Aluminium, Sulfide, Bariumoxide, was weiß ich, sind durchsetzt mit nanopartikelgroßen Polymerverbindungen, die sind für euch hochgiftig, also ihr habt jetzt Schutzanzüge zu tragen. Und so viel dazu. Also ich wollte nur sagen, wir fliegen in eine ökologische Katastrophe und jeder, der das nicht begreifen will, den kann ich gerne die Beweise zeigen und ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Ich bin bereit, überall aufzunehmen.
Ce que l'histoire enseigne devrait servir de référence. Mais parfois l'histoire n'enseigne rien, ou alors c'est un bien piètre professeur. Car il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Toutes les théories dans le domaine scientifique sont valables tant que l'on ne vient pas démontrer le contraire. Une utopie peut constituer une méthode de travail, être considérée comme une hypothèse de travail. L'important est que les données, les faits, ne soient pas niés. Galilée a démontré ce qu'il a démontré avec les retombées qu'il a dû supporter, on le sait. Qu'il ait été réhabilité par le Vatican 500 ans plus tard ne change rien. S'il n'avait pas eu l'intuition de ce dont il a eu l'intuition, les 4 premiers satellites de Jupiter, justement appelés Galilée, lui, il les a découverts avec une longue vue que n'importe quel enfant pourrait posséder aujourd'hui. Il est clair que ce qui compte est avant tout la curiosité, l'intuition. Malheureusement, l'intuition a toujours nagé à contre-courant. Il faut donc être obstiné, tenace, constant et souvent payé de sa propre poche aussi. L'histoire de l'humanité est constellée de guerres et d'injustices en tout genre, perpétrées par des nations et des castes qui, par volonté de pouvoir, ont souvent déchaîné l'enfer et envahi d'autres pays, souvent avec l'aval des Nations Unies. Aujourd'hui, à l'inverse, les militaires et les gouvernements ont fait un saut de qualité en concrétisant un vieux désir: dominer les phénomènes naturels et utiliser ce pouvoir comme arme pour contrôler d'autres peuples et d'autres pays. Cette nouvelle technologie est maintenant visible dans notre ciel, connue sous le nom de chemtrails ou chemtrails, expression anglaise signifiant traînée chimique. Le terme chemtrail, d'origine militaire, figure dans l'acte de préservation de l'environnement, une proposition de loi faite en 2002 par le représentant du Congrès, Dennis Kucinich. Ce parlementaire américain demandait l'abandon de toute arme exotique, incluant les chemtrails. Sa proposition de loi fut approuvée, mais avec des coupes draconiennes. La référence à toute arme exotique fut enlevée. Plus précisément aujourd'hui, nous pouvons définir ces traînées chimiques comme des opérations de géo-ingénierie clandestine. Ce document, un programme national recommandé pour la modification de temps, révélé en 1966, est une preuve écrasante. Ce devrait être une forte sonnette d'alarme pour tous ceux qui nient encore l'existence d'activités massives de modification météorologique et climatique, opérations qui sont accomplies par les différents gouvernements dans le monde entier. Le document entier révèle une abondance de détails: l'existence de programmes de modification du temps aux États-Unis, programmes mis en œuvre 10 ans avant la rédaction du texte en question. Le texte décrit une commission spéciale destinée à coordonner les multiples agences gouvernementales impliquées dans ces funestes programmes de géo-ingénierie aux États-Unis, avec des collaborateurs indépendants et des universités. La commission se fixe d'évaluer et de gérer les impacts internationaux, les conséquences légales et sociales, les extinctions d'espèces vivantes, les conséquences biologiques des opérations de géo-ingénierie clandestine. En 1995, la Navy américaine a entrepris une vaste étude composée d'une dizaine de documents où sont décrites les techniques particulières employées pour la construction d'une grille de contrôle mondiale constituée d'une série d'instruments. Entre l'étude et la manipulation de l'ionosphère, la création de couches qui dissimulent des caractéristiques particulières, les aérosols, les micro-ondes, l'emploi de poussières intelligentes ou smart dust, la création et la destruction de brouillards et des nuages, la stimulation des pluies, la désertification forcée de vastes zones. Le document est connu sous le titre « Contrôler le temps en 2025 ». On présente l'étude comme n'étant que théorique, mais à l'examen des diagrammes et images, on déduit que déjà en 1995, les opérations de contrôle du climat et du temps
était dans une phase de réalisation avancée. En fait, notre ciel est rayé, opaque, blanchâtre, voilé, au moins depuis 1995. Il ne faut pas d'énormes compétences pour analyser et faire des calculs sur la différence entre les chemtrails et les traînées de condensation. Malheureusement, ces calculs ne sont pas accessibles à tout le monde, mais il y a des livres et des textes de météorologie, peut-être un peu vieux, qui expliquent bien que les traînées de condensation sont des phénomènes qui se rencontrent à haute altitude, à une température d'au moins -40 degrés et une humidité supérieure à 60%. Mais au-delà de la volonté de faire des calculs, il faut avoir la volonté de lire et de se renseigner. Il faudrait contrôler les données des radiosondes disponibles sur Internet qui permettent de vérifier l'humidité de l'atmosphère. On remarque que l'humidité de l'atmosphère à différentes hauteurs n'est pas suffisante pour justifier un phénomène de condensation. Naturellement, naissent des doutes. Ce que nous voyons là ne sont pas de vraies traînées de condensation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une traînée de condensation? C'est une zone de fluide, liquide ou gazeux, située immédiatement à l'arrière d'un solide en mouvement par rapport à ce fluide, caractérisé par le fait que le mouvement y forme généralement des tourbillons. Les traînées de condensation en anglais sont aussi appelées contrails, abréviation de condensation trails. Leur formation dépend des conditions atmosphériques spécifiques, température inférieure à -40 degrés Celsius et humidité relative de au moins 70%, altitude supérieure à 8000 mètres, pression atmosphérique idéale. La pression atmosphérique est un paramètre déterminant. Elle change avec la température. Elle descend quand la température augmente parce que l'air chaud tend à se dilater. Donc, il est moins dense et plus léger. Il est naturel que de tels paramètres changent, et leur variation faible dépend d'abord de la latitude. Par exemple, il est peu probable que se forme une traînée de condensation dans une région équatoriale où l'air est chaud toute l'année. En outre, à haute altitude, l'air est très sec, raison pour laquelle les traînées de condensation y sont rares. Comment cela se passe? Simplement en ajoutant des additifs particuliers au carburant aéronautique. L'œuvre de Christophe Colomb s'explique par ce qu'a indiqué Edward Teller en 1997. Je rappelle qu'Edward Teller est le créateur de la bombe H. Au congrès d'Erice en Sicile, sur les changements climatiques, Teller proposa l'utilisation de l'aviation civile à travers l'emploi de ces additifs particuliers au carburant. Ce ne sont pas des choses que je dis moi-même, mais elles furent dites par Edward Teller lui-même en 1997. Ces substances, ces éléments chimiques sont depuis lors dispersés grâce au survol à basse et moyenne altitude par des avions de ligne. Les avions dont on peut remarquer la traînée, plus ou moins longue, plus ou moins persistante, volent à basse ou très basse altitude, où il est impossible que la condensation puisse se former. Ceci est un fait démontré et irréfutable. Ces traînées non persistantes que nous observons pendant la journée dans un ciel libre de tout nuage, condition induite artificiellement obtenue par l'épandage d'éléments chimiques hygroscopiques qui empêchent la formation de cumulus par beau temps, ne sont pas le résultat de la condensation, mais le résultat de la combustion de carburant et additifs spéciaux. Cela provoque la formation de fausses traînées de condensation et la retombée de polymères sous forme de filaments qui ressemblent à des toiles d'araignée. Les traînées de condensation, de toute façon, sont un phénomène rarissime, à tel point que dans de vieilles et nobles encyclopédies, le terme traînée de condensation est absent. En réalité, ces filaments retrouvés en différentes parties de l'Italie sont énormes, non compatibles avec l'hypothèse d'une petite araignée migratrice. En réalité, ils ont été analysés et on a trouvé des composants qui se trouvent seulement dans les carburants, ce qui semble prouver l'origine de ces filaments.
Les moteurs turbofan avec high bypass, utilisés au moins depuis les années 1970, ne peuvent pas produire de traînées de condensation, parce que les 80% d'air qui les traversent ne rentrent pas dans la chambre de combustion. À la sortie, donc, les gaz non brûlés sont relativement froids. Ceci implique que les propulseurs actuels ne peuvent en aucun cas générer des traînées de condensation. Les carburants contiennent des hydrocarbures non saturés, sujets à oxydation, qui entraînent une consommation de combustible, provoquent la formation de gomme, la formation de couleurs et un abaissement du nombre d'octanes. La polymérisation implique la formation de chaînes, d'où la chute de filaments. Le docteur Teller, un des pionniers de la bombe atomique, prix Nobel, un des responsables, au moins moralement, des massacres japonais d'Hiroshima et de Nagasaki, a imaginé, il y a quelques années, un projet pour défendre, selon lui, la Terre des rayons du Soleil qui seraient en train de la réchauffer. Ce projet prévoit des avions pour diffuser des particules métalliques qui réfléchiraient ces rayons. Après M. Teller, d'autres scientifiques ont proposé des plans pour la géo-ingénierie. Les sulfures qu'ils veulent diffuser, les particules d'aluminium ou de barium. De toute façon, les projets avancent. Les divers organismes, à la fois scientifiques et institutionnels, liés aux gouvernements occidentaux, ont fait des études sur ce thème. Donc, la géo-ingénierie est un sujet dont on discute toujours, surtout près des institutions scientifiques et aussi près de différents gouvernements occidentaux. Ce qui semble s'observer dans notre ciel est la réalisation de cette proposition, mais en réalité, personne ne l'a jamais approuvée. Donc on est pratiquement face à une sorte de géo-ingénierie clandestine. Même si les buts ne sont probablement pas bienveillants, le but officiel serait de défendre la planète contre les radiations. C'est tellement vrai que le Met Office, organisme de météorologie britannique, a publié des informations dans un article disant que le réchauffement climatique s'est arrêté il y a une quinzaine d'années et que nous serions dans une phase de stabilité. Les signaux radars sont atténués par l'oxygène et la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre. L'atténuation devient significative pour une fréquence supérieure à 10 GHz. L'affaiblissement sur une distance r peut être rapide sous la forme de E puissance moins r fois alpha, où alpha est le taux d'atténuation par unité de distance. Les précipitations dans l'atmosphère sous forme de pluie, de neige et de brouillard peuvent réduire significativement les signaux radars et ajouter ainsi du bruit de fond. Le barium, l'aluminium, le manganèse et autres éléments ne sont pas en soi des éléments normaux dans l'atmosphère. Les retombées naturelles sont les retombées météo, pluie, grêle, neige, brouillard et ainsi de suite. En analysant les retombées de ces événements atmosphériques, nous avons trouvé des choses qui ne doivent pas s'y trouver. Donc, quand il pleut, nous recueillons avec toutes les précautions nécessaires l'eau de pluie, nous la faisons analyser, et nous avons vu qu'il y a des éléments qui ne sont absolument pas concevables. Que sont donc alors les traînées qui salissent notre ciel? Les traînées chimiques sont un phénomène artificiel. Elles sont émises par les avions commerciaux ou par les avions militaires. Elles contiennent de nombreux polluants, en premier lieu les éléments chimiques additifs utilisés dans les carburants aéronautiques de nouvelle génération, barium, aluminium, manganèse. Les analyses chimiques conduites dans de nombreux pays ont vérifié la présence d'autres éléments et composants. Thorium et césium radioactifs, cuivre, titane, cadmium, gallium, silice, lithium, cobalt, plomb, nickel, fer, dibromoéthylène, un insecticide nocif selon l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. On y retrouve aussi des agents pathogènes, champignons, bactéries et virus. Si la présence de fausses traînées de condensation est sans doute induite par la combustion de carburants et d'additifs spéciaux comme le Stadis 450, le triméthyle d'aluminium ou le carburant Alheiss,
Il reste le problème des filaments de rechute qui, immanquablement, passent pour des toiles d'araignée volantes. Quelle est la composition des filaments produits par le passage de ces avions ? Ces produits, ces éléments entrés ou non en combustion, diffusés par les avions civils et militaires, retombent sur le sol très rapidement et s'identifient clairement dans les polymères, filaments de retombée, dus à la polymérisation du carburant expulsé des réacteurs des avions. Des études françaises, réalisées par un laboratoire certifié, ont démontré qu'il y a une étroite corrélation entre les carburants aéronautiques et la retombée de filaments polymères, qui ne sont donc pas, comme le dit la désinformation ou le comité SICAP qui s'occupe de ce sujet, au nom de je ne sais quelle autorité. Il ne s'agit pas de toiles d'araignée volantes, mais il s'agit bien de la retombée de polymères due au vieillissement des carburants. Par ailleurs, et ceci est confirmé par l'observation des fichiers descriptifs des additifs anti-polymérisation et donc anti-production de caoutchouc, de filaments présents sur le marché. Si nous allons sur les sites de référence des différents producteurs de carburants aéronautiques, nous trouvons des éléments, les noms, les publicités des additifs. On en trouve au moins une dizaine. Parmi eux, on trouve des additifs anti-polymérisation. En 2012, les filaments ont été analysés par un laboratoire français certifié. Les analyses ont été interprétées et les résultats sont décrits dans ce rapport analytique. Ces filaments dispersés par les avions sont des organismes polymères complexes à base de composés chimiques synthétiques, comme le prouve l'analyse menée sur de nombreux produits par leur décomposition thermique, parmi lesquelles diverses molécules qui se trouvent communément dans les carburants. Les 4 échantillons étudiés contiennent divers composés aromatiques, des produits synthétiques toxiques, dont les phtalates. 3 d'entre eux contiennent le DEHP, un phtalate particulièrement redouté parce qu'il interfère avec le système endocrinien humain. Toutes les molécules organiques, en particulier les composés hétérocycliques présents sur les échantillons de filaments dispersés, posent un vrai problème de santé publique et d'impact environnemental. Au cours des dernières années, les avions qui dispersent des composés chimiques utilisent des substances qui persistent seulement quelques secondes et se comportent comme des fantomatiques traînées de condensation. Les traînées persistantes sont à présent utilisées plus rarement. Le plus souvent, des substances pulvérisées peuvent se confondre avec des traînées de condensation, mais elles n'en sont pas. Alors, comment les distinguer ? Très simple. Le ciel paraît ouaté. Même s'ils essaient de lui garder une apparence azur pâle, à une distance d'à peine une centaine de mètres, et surtout on remarque autour du soleil une brume dense. C'est le brouillard chimique qui retombe. En outre, les traînées non persistantes, à l'apparence de traînées de condensation, sont situées à la même altitude que les cumulus. Clairement, il s'agit toujours de traînées chimiques. Par rapport aux hypothèses d'utilisation extrême des chemtrails pour refroidir la planète, outre le fait qu'il n'y a pas de preuve palpable que la planète est en train de se réchauffer, il y a le fait que l'on voit ces chemtrails la nuit. Et de nuit, que le ciel soit dégagé ou nuageux, cela empêche la Terre de refroidir. Les va-et-vient incessants dans le ciel s'expliquent parce qu'il s'agit d'une activité où les auteurs et les intérêts en jeu sont multiples, civils ou stratégiques. La motivation fondamentale est de transformer l'atmosphère pour faciliter les communications radio. Pensez toujours à la meilleure diffusion des satellites, des radars, des GPS, du Wi-Fi, des antennes relais. Les signaux radars sont atténués par l'oxygène et la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre. L'atténuation devient significative à des fréquences supérieures à 10 GHz.
En présence d'une atmosphère qui contient beaucoup d'eau et beaucoup d'humidité, les transmissions en bande Ka subissent des changements. Une diminution des signaux, une altération du signal nommée scattering, une sorte d'écho dans le signal qui empêche la transmission correcte des communications radio en bande Ka dans le rayon des micro-ondes. Il est évident que dans ce cas, la première nécessité est d'inhiber, d'empêcher la production, la création de nuages qui devraient normalement être engendrés par l'humidité atmosphérique et se développer ensuite en cumulonimbus, donc en perturbation. Il s'agit donc d'une modification du climat interdite dans les conventions signées au niveau mondial. Mais c'est la pointe de l'iceberg, car en réalité, ce qui est en train de se passer n'est pas une guerre du climat visant à modifier le climat, mais une guerre du climat ayant un effet collatéral acceptable pour tous ceux qui ont des intérêts dans ces opérations. Dans la mesure où toutes les communications MTS, radars satellitaires aussi bien civils que militaires, les communications relatives à la structure et à la gestion des satellites pour GPS, tant civils que militaires, ces appareils électroniques ne fonctionnent pas s'il y a des nuages. Les précipitations dans l'atmosphère, sous forme de pluie, de neige ou de brouillard, peuvent réduire significativement les signaux radars et contribuer au bruit de fond. En général, plus la fréquence du radar est élevée, plus l'atténuation est grande. Le taux d'atténuation, en cas de légère pluie ou par temps de brouillard, est de environ 0,1 décibel par kilomètre pour un signal radar à 10 GHz. Par conséquent, le signal sera réduit de 10 décibels après avoir parcouru 100 km sous une pluie modérée ou par un brouillard dense. Nous savons que les techniques visant à faire tomber les précipitations ne sont qu'une feuille de vigne pour cacher la géo-ingénierie illégale. Les ensemencements de nuages destinés à favoriser les pluies sont relativement répandus dans les années 70, surtout aux États-Unis, en Israël et en Italie. Souvent, ce type d'ensemencement est encore pratiqué aujourd'hui, mais de manière marginale. Il a été mené en prélude aux autres interventions à objectifs très divers, ou plutôt opposés. Il a servi de cheval de Troie pour introduire de manière abusive les opérations hygroscopiques. Le terme hygroscopique vient du grec et signifie littéralement « qui capture l'humidité ». Les traînées hygroscopiques sont à la base des dessicateurs tels que gel du silicium, triméthyle d'aluminium, lithium, carbonate de calcium, composé de barium, etc., qui réagissent avec l'eau présente dans l'atmosphère. Au travers des réactions chimiques, ils cassent les liens moléculaires entre l'hydrogène et l'oxygène, abaissant souvent de façon considérable l'humidité de l'air et empêchant ainsi la formation de nuages. Le résultat de ces réactions chimiques est aussi la dispersion d'autres composants nuisibles. L'humidité et les nuages, surtout les cumulus qui sont des réservoirs de pluie et qui se trouvent à basse altitude, sont les ennemis des systèmes radars et satellitaires qui opèrent dans la bande particulière de fréquence, la bande Ka. Les nuages naturels dérangent et ils déphasent les signaux électromagnétiques. Ce phénomène est appelé scattering. Les militaires ont résolu le problème en détruisant la formation des nuages. Les escadrilles d'avions civils ou militaires bloquent ou affaiblissent les perturbations par la diffusion de composés toxiques ou chimiques. Habituellement, pour ces opérations, les avions volent à basse ou très basse altitude au niveau des nuages. Ceci se produit parce que les courants ascendants portent ces composés vers les nuages naturels, qui sont dissous et remplacés par une patine grisâtre. Les traînées hygroscopiques dessicatives, persistantes ou non persistantes, provoquent un effet de serre puisqu'elles créent un réseau qui emprisonne la radiation infrarouge associée à une énergie thermique, la chaleur en provenance du sol. Ces traînées, en se répandant et en s'élargissant, voilent la lumière du soleil, interférant avec la photosynthèse et tous les processus biologiques de tous les êtres vivants. Elles rendent le ciel opaque ou rayé, provoquent la sécheresse ou,
quand l'énergie d'un front perturbé rencontre un espace limité des ouragans destructeurs. Ainsi, certaines fréquences électromagnétiques cassent le lien entre l'oxygène et l'hydrogène dans la molécule d'eau. Ensuite, ces émissions radio peuvent être employées pour réduire l'humidité sans recourir aux composés chimiques dessicateurs. Malheureusement, le potentiel du système de communication radio et les nombreux conflits qui ensanglantent la planète se renforcent pour la dévastation de l'environnement et l'accroissement de graves maladies parfois mortelles parmi la population. La vie et la santé sont sacrifiées sur l'autel des intérêts économiques et stratégiques. Pour manipuler le climat, il est possible d'utiliser deux types de substances. D'un côté, des substances hygroscopiques qui absorbent l'humidité, comme si elles asséchaient les nuages, ou alors, il est possible de disperser des substances qui amorcent la formation de la condensation. La condensation à haute altitude se forme plus facilement s'il y a des impuretés, ce qu'on appelle noyaux de condensation. Fournir artificiellement ces noyaux de condensation facilite les précipitations. Cela veut dire que les chemtrails peuvent être utilisés pour plusieurs buts. On peut les utiliser pour modifier le temps en temps de paix, et en temps de guerre pour optimiser aussi les transmissions dans les camps militaires. Ils peuvent être utilisés également pour la gestion des radars avec effet tridimensionnel. Ils peuvent aussi être utilisés, ce que nous suspectons, pour des projets cachés de manipulation mentale. Mais dans ce cas, il n'y a pas que les chemtrails. Il y a des brevets pour utiliser les vidéos des ordinateurs, mais surtout les nouveaux écrans de la télé digitale pour émettre des signaux particuliers qui servent à la manipulation mentale. Les intérêts en jeu permettent de comprendre quels sont les objectifs. La finalité principale est la création d'une atmosphère adaptée aux exigences des militaires et civils dans le champ des communications radio. Souvent, un tel objectif est associé au contrôle du temps et du climat. Pour cette raison, on parle de guerre climatique. Contrôler les phénomènes atmosphériques signifie dominer l'économie, contrôler les ressources. Ils peuvent endommager ou détruire les récoltes de l'ennemi et donc provoquer sécheresse prolongée et pluies torrentielles. Depuis les années 1960, les États-Unis et la Russie jouent avec le climat et la nature. Les États-Unis, pendant la guerre du Vietnam, utilisèrent l'agent orange pour inonder par de pluies torrentielles les pistes des Viet Cong. Les Soviétiques, pour éviter que les radiations de Tchernobyl ne se répandent sur la Russie, firent décharger la pluie radioactive sur l'Ukraine, en utilisant des escadrilles d'avions. En l'espace d'une décennie, le climat terrestre est devenu un ensemble chaotique de phénomènes artificiels. Les perturbations sont affaiblies, développées ou déviées, les courants marins sont détournés, les températures connaissent de terribles bonds. La planète a été transformée en un théâtre de guerre climatique aux manifestations souvent extrêmes. Ouragans, énormes tempêtes de neige, carences chroniques en pluie. Aujourd'hui, des États, comme la Chine ou la Thaïlande, disposent d'organismes consacrés à la modification météorologique. Malheureusement, qui jouent avec le feu risque de s'y brûler. Ainsi, empêcher la pluie dans un espace, à l'occasion d'un événement sportif ou politique, signifie générer des déséquilibres qui ensuite se traduiront en inondations ou autres désastres. La géo-ingénierie clandestine, née dans les années 1960 dans le domaine stratégique, est vite devenue une source de profit astronomique pour les industries pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires ainsi que pour les compagnies aériennes. Dans le système financier néolibéral de la planète, il est difficile de trouver quelques sociétés qui ne tirent d'immenses avantages de l'activité de la géo-ingénierie illégale. Suivons la piste de l'argent. Les multinationales agroalimentaires réussissent à imposer des semences transgéniques qui poussent dans les régions affligées par la sécheresse où le sol est contaminé par l'aluminium. Imaginons quels immenses profits ils en tirent, spéculant sur les marchés financiers, en particulier en achetant et vendant les actions des multinationales agroalimentaires et chimiques. Alors que la production subit des oscillations imprévues, beaucoup en bourse s'enrichissent de manière incroyable.
prévoir et conditionner le cours des titres est le moyen de réaliser des gains exorbitants. La géo-ingénierie illégale est un gigantesque gâteau dont la valeur est astronomique. Après que l'ouragan Katrina ait dévasté la Louisiane, des adjudications furent assignées aux millionnaires liés à l'entourage de Bush Jr. pour la reconstruction d'usines. Les couvertures chimiques et les champs électromagnétiques sont en train d'ouvrir la voie à des gisements jusqu'alors inaccessibles. La Russie, la Norvège, les États-Unis sont impatients de mettre la main sur le pétrole et le gaz naturel de l'Arctique. Avec l'alibi des changements climatiques, faussement attribués aux émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, de nouvelles taxes sont introduites pour augmenter le rendement fiscal. Ils ont inventé la taxe carbone pour soutirer de l'argent aux entreprises et aux citoyens. Les armes climatiques sont aussi cela, une affaire lucrative qui garantit des recettes exorbitantes aux profiteurs, usuriers, compagnies aériennes, multinationales du médicament, laboratoires de recherche, industrie de la guerre, centres universitaires, désinformateurs. Ensuite, au-delà des objectifs militaires, aveuglement des radars ennemis, carte électromagnétique du territoire par la dispersion de barium toxique, la géo-ingénierie se révèle un dispositif polyvalent, adapté à une multiplicité de buts et facile à utiliser, grâce à l'implication totale des compagnies aériennes, comme en témoigne l'exemple du savant Edward Teller, qui suggéra d'employer des avions civils pour répandre des nanoparticules d'aluminium et de verre dans l'atmosphère, avec l'excuse de réduire le réchauffement mondial. Les conséquences de la géo-ingénierie clandestine sur les écosystèmes sont imposantes. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol où nous cultivons les plantes sont contaminés. La sécheresse ne détruit pas seulement les récoltes, mais endommage les forêts de façon irréparable. Les phénomènes climatiques extrêmes soumettent la végétation et la faune à un stress épouvantable. Les équilibres naturels sont quasiment compromis. Des pluies torrentielles sont provoquées par la dispersion de bactéries comme l'Escherichia coli ou la Pseudomonas syringae. Ce sont des pathogènes qui, par leurs caractéristiques, sont adaptés pour servir de noyau de condensation aux précipitations. Ensuite, elles ont un effet meurtrier. Elles rendent le terrain friable, déstabilisent les sols, causent éboulements et glissements. Des analyses ont été faites par beaucoup de personnes, des citoyens effrayés de voir toutes ces traînées dans le ciel, parfois qui vont jusqu'à cacher le soleil. Beaucoup ont fait analyser l'eau ou la neige tombée. Beaucoup ont fait analyser des cheveux pour y voir des métaux lourds, ou des analyses de sang aussi pour voir des métaux lourds. Et les résultats ont été impressionnants. De grosses quantités d'aluminium et de barium dans l'eau et la neige, et dans le corps des personnes qui ont fait faire des analyses de cheveux et de sang. Tout cela peut concourir à toute une série de pathologies. Le barium crée de gros problèmes de fatigue musculaire, donc il peut endommager le cœur. Le barium peut causer de gros problèmes aux organes internes. L'aluminium est un métal neurotoxique. Il influence négativement le système nerveux. Il peut concourir à la démence, peut déclencher des maladies comme Alzheimer et Parkinson. Les écosystèmes terrestres sont en train de céder lentement. Le Rhizobacterium, un organisme utile, disparaît à cause du barium et de l'aluminium. Ce nutriment est responsable du déplacement des nutriments du sol jusqu'au système radiculaire de la plante. Le barium et l'aluminium sont alcalins et modifient le pH de l'eau et du terrain, le portant à de tels niveaux que les plantes ne peuvent survivre. La grande mortalité des abeilles est emblématique. Ces insectes utiles, dont dépend la pollinisation de nombreux arbres à fruits et d'autres essences végétales, sont victimes de hautes concentrations de métaux neurotoxiques dans leur habitat. Les animaux et les plantes menacés d'une extinction rapide sont innombrables. Des chauves-souris à beaucoup d'espèces de la faune, des amphibiens aux hyménoptères, des châtaigniers aux séquoias. De cette manière, parasites et insectes nocifs, souvent vecteurs de maladies, prolifèrent. Il existe un lien avec ce que sont les modifications climatiques dues à des nécessités strictement stratégiques, dans la mesure
ou pour empêcher les précipitations dans une zone, on provoque souvent des précipitations classiques, de véritables bombes d'eau dans une autre zone. Pour ce faire, on pratique l'ensemencement, dans ce cas non hygroscopique, mais classique, pour provoquer des pluies dans des zones précises. On empêche que des pluies adviennent sur des zones représentant un intérêt particulièrement stratégique. Dans ce cas, on utilise des systèmes qui remplacent l'iodure d'argent. Parmi eux, on remarque en étudiant les brevets à disposition l'utilisation de l'Escherichia coli, de Pseudomonas syringae comme noyau de condensation, non seulement pour provoquer la pluie, mais aussi pour élever la température de givrage. C'est ainsi que se produisent de terribles pluies de grêle à des températures bien supérieures à zéro, des chutes de neige au-dessus de 3 degrés. Et c'est bien la signature de l'ensemencement pratiqué pour provoquer des pluies. Plus ou moins récemment, nous avons pu constater la contamination des cultures par des bactéries Pseudomonas aeruginosa et par l'Escherichia coli. La géo-ingénierie marine, dans laquelle on répand surtout du fer, met en péril la flore et la faune des océans, déjà décimés par les déchargements de déchets radioactifs produits dans les centrales nucléaires. Les cétacés, souvent objets d'une chasse aveugle, échouent sur les plages à cause des émissions électromagnétiques à très basse fréquence utilisées dans les communications entre sous-marins et entre les sous-marins et les bases à terre. Par ailleurs, le scientifique Mark Burda, malheureusement disparu prématurément en 1999, avait déjà dénoncé à l'époque, en effectuant des études épidémiologiques et des analyses sur le terrain, ainsi que dans les eaux de pluie en Europe, y compris la Sardaigne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, Mark Burda avait dénoncé la présence de barium. Il indiquait que ce barium était répandu par des avions militaires à des fins liées aux radiocommunications. La pollution de la géo-ingénierie ne connaît aucune frontière, de l'humus à la troposphère jusqu'à l'ozonosphère. Le biologiste Michael Kastel observe que la particule Welbach est nuisible aux êtres humains et à l'environnement. Ce mélange chimique contient de l'aluminium, du thorium, du zirconium et d'autres métaux réfléchissants dont 2% sont des éléments radioactifs. Beaucoup de régions dans le monde souffrent de ce que l'on pourrait appeler la pollution au thorium. Le thorium ne peut provenir que des dispersions effectuées dans la stratosphère. Si nous analysons un terrain exposé en plein air, nous trouvons des taux importants de barium et d'aluminium. Et si nous analysons un terrain couvert dans une serre, nous ne trouvons pas la même quantité d'éléments extrêmement nuisibles et dangereux, non seulement pour le système neurobiologique humain, mais aussi pour le terrain, tels que l'aluminium et le barium. Les plantes soumises à un pareil bombardement poussent et se développent très difficilement et sont attaquées plus facilement par les parasites. Le barium et l'aluminium sont des éléments électroconducteurs et la première retombée, la principale retombée, est le dioxyde de soufre, résultat en grand pourcentage de la combustion des carburants aéronautiques. Pour tenter de reconstituer la couche d'ozone déchirée par les radiations nucléaires, ils utilisent le sélénium, un hydrocarbure aromatique comme le toluène, mélangé aux isomères comme le xylène. Ces composés dispersés par les avions retombent sur la tropopause. L'ozone, ou oxygène triatomique, se forme rapidement à la suite de la diffusion du sélénium et du toluène sous l'action des ultraviolets du Soleil. C'est les réactions identiques qui forment l'ozone à basse altitude et c'est problématique. Les retombées de sélénium et de toluène s'ajoutent à l'exposition au benzène, qui est un cancérigène connu. La pollution au sélénium est caractéristique de l'exposition aux métaux, y compris le plomb.
La maladie d'Alzheimer, d'après les données de l'OMS, a plus que doublé ces 10 dernières années. Et surtout, on a constaté que l'incidence de la maladie touche une population à un âge beaucoup plus jeune. L'Alzheimer était autrefois considéré comme la maladie des personnes âgées, qui ne comprennent plus rien, qui oublient les choses. C'est une maladie que l'on s'attendait à voir apparaître autour de 70 ans environ. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui la vie s'est allongée, mais que des personnes tombent malades d'Alzheimer et en meurent autour de 45 ans, cela indique, selon moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un par ailleurs assez diplômé, à l'intérieur d'une compagnie low cost, a eu la bonne idée et l'intuition, et il y a une bonne raison pour cela, de faire des prélèvements à l'intérieur d'une cabine. Bien sûr, ces substances sont expulsées à l'extérieur. Mais il est tout aussi vrai que l'avion qui suit derrière se prend la traînée que l'avion devant a répandue. Et de toute façon, il y a toujours un peu de contamination. Nous avons donc pu constater qu'effectivement, à l'intérieur de la cabine des passagers, il y avait ces substances. Barium, aluminium, cadmium. Malheureusement, les substances chimiques répandues par l'usage seul des carburants aéronautiques se comptent par dizaines, toutes extrêmement toxiques. L'agronome américaine californienne Rosalind Peterson dénonce la présence de quantités énormes de dioxyde de soufre tout autour des feuillages des arbres, ce qui provoque des incendies par autocombustion et l'asphyxie des arbres. Et cela est dû au survol à basse altitude de ces avions. On peut le voir dans la présence de brouillards matinaux qui souvent ne sont pas dus à l'humidité atmosphérique, mais sont la preuve de retombées de ces substances chimiques, entre autres du dioxyde de soufre. Ce dioxyde de soufre crée des brouillards en présence de l'humidité atmosphérique, donc de gouttes d'eau. Ce dioxyde produit de l'acide sulfurique qui ne laisse aucun doute dans la présence de ces brouillards. Les conséquences de la géo-ingénierie clandestine sur tous les êtres humains sont facilement imaginables. Ces 10 dernières années, les maladies neurodégénératives, les AVC et les tumeurs ont connu une flambée. Beaucoup de pathologies dépendent d'un environnement toujours plus pollué. La principale cause de cette pollution est vraiment la géo-ingénierie, à présent à l'origine de désagréments plus ou moins fastidieux ou de graves infections. Les métaux, aluminium, barium, fer, strontium, manganèse, qui s'accumulent dans l'organisme, surtout dans le cerveau, expliquent pourquoi Alzheimer et Parkinson sont en train d'atteindre des niveaux élevés, épidémiques. De plus, l'âge de l'apparition des maladies neurodégénératives baisse de manière épouvantable. Les Espagnols ont un terme assez fort, fumigation. Et effectivement, c'est ce qu'il se passe. On nous gaze comme si nous étions des rats. Les résultats peuvent être observés surtout dans l'efficacité moindre des terrains, qui sont de moins en moins capables de faire pousser des cultures exposées à l'air libre. La première différence apparaît là où nous devrions choisir un type de culture sous serre. Celle-ci aurait une plus grande probabilité de se développer normalement, comme cela se produisait il y a quelques années, pour une culture à l'air libre. Les polluants dispersés par les avions civils ou militaires s'ajoutent aux nombreuses substances nuisibles pour la santé, substances que l'on retrouve partout, dans les aliments, les cosmétiques, les carburants automobiles, les produits d'entretien pour la maison. On ajoute ainsi des risques à une population dont le système immunitaire est déjà perturbé, le style de vie incorrect, dans le stress et l'alimentation déséquilibrée. Il faut aussi ajouter le problème de la pollution électromagnétique. Les champs électromagnétiques qui agissent en synergie avec les métaux électroconducteurs interviennent dans toute une gamme de symptômes et de maladies. Démangeaisons, irritations, allergies, troubles du sommeil, anxiété, céphalée, migraine, syndrome dépressif, crampes, douleurs musculaires, arythmies, perturbations de la pression artérielle, AVC, réduction de la synthèse de mélatonine, altération du nombre de globules blancs, avortement spontané.
Il suffit d'un examen de sang et d'une analyse de cheveux pour se rendre compte des doses industrielles de métaux qui se concentrent dans notre organisme. Beaucoup de personnes se demandent légitimement qui est en train de réaliser ce projet, qui est à la tête, aux commandes de ce plan qui est en train lentement d'empoisonner toute la biosphère, dès l'instant où ces traînées couvrent le ciel et nous cachent le soleil de plus en plus souvent ces dernières années. On les voit dans tous les pays du monde, même en Russie, en Chine, même dans certains pays d'Afrique où il fait une chaleur torride, et où une traînée de condensation serait hautement improbable. Certainement, à ce que l'on a pu comprendre, les appareils militaires sont impliqués, mais toutes les institutions sont concernées et à tous les niveaux. Il est clair que l'homme qui se nourrit des aliments que l'agriculture produit fait partie de cette chaîne où tout est lié. Si nous allons chercher un produit non génétiquement modifié, des produits biologiques, ainsi appelés parce que naturels, si nous voulons faire l'analyse d'une pomme, d'une poire, d'une tomate, quel que soit le fruit qui a été exposé et s'est développé à l'air libre, entre les retombées des nanopolymères qui contiennent des phtalates dangereux pour le système endocrinien, des métaux, du dioxyde de soufre, du benzène et tant d'autres, du toluène, il est clair que ces éléments de l'agriculture biologique ne sont pas plus bio que cela. C'est à cause de cela que les gens tombent malades plus tôt. Les conséquences induites sur le système respiratoire sont parmi les premières. Une toux sèche et une difficulté à respirer. Et ce n'est pas un hasard si dernièrement, dans les prévisions météo gérées par l'aéronautique militaire italienne, on voit apparaître les prévisions sur les allergènes tel ou tel jour. On essaie ainsi de justifier l'augmentation des allergies, des crises respiratoires par la présence de pollen. Certes, il y a une part de vérité, mais il faut remarquer que les pollinoses, ces allergies dues à la présence de pollen, deviennent de plus en plus lourdes à supporter pour les organismes. Dans la mesure où la présence de nanoparticules mesurées et confirmées au moyen d'instruments adaptés rend encore plus agressifs les pollens inhalés en même temps que ces nanoparticules. La désinformation va de pair avec les activités de géo-ingénierie clandestine. La désinformation consiste à répandre de fausses nouvelles pour cacher les vérités inconfortables. C'est l'instrument principal employé par le pouvoir pour tenir sous contrôle les citoyens et dévier leur attention vers des sujets à la mode créés ad hoc. L'effet le plus criant est celui du soi-disant effet de serre, dont les émissions de dioxyde de carbone seraient la cause. En vérité, le réchauffement climatique sert de prétexte à l'introduction de nouvelles taxes pour justifier les politiques pseudo-économiques toujours onéreuses pour la collectivité. Parmi ces politiques a été inventée la diffusion dans l'atmosphère de métaux, de sulfure, de polymères, nanoparticules de métal. Selon les partisans de la géo-ingénierie officielle, imposer un écran protecteur pour renvoyer les rayons solaires vers l'espace devrait limiter le réchauffement climatique. Ils ne se rendent pas compte des effets catastrophiques pour la vie sur Terre. Et en outre, volontairement, ils ne considèrent pas que la dispersion dans la basse atmosphère des métaux et de sulfure soit la même chose en fonction de l'effet d'atmosphère. Puisque ces composés chimiques piègent la radiation infrarouge provenant de la Terre et ne renvoient pas la chaleur. De toute façon, le changement climatique dû au dioxyde de carbone est un bel et bon mensonge qui permet aux médias de dissimuler les opérations de guerre climatique en cours depuis au moins le début des années 1960. Ces dernières années, certains vieux films ou vidéos musicales ont été remasterisés, et dans leur nouvelle version, il apparaît des traînées qui n'étaient pas dans l'original. Mais à part ce que l'on voit dans les grands médias, télévision et journaux, un aspect de plus en plus fréquent sur ces traînées de condensation ou traînées chimiques
c'est l'ironie et le ton moqueur employé. Clairement, dans ces reportages de journaux télévisés et dans les articles de journaux, on ne mentionne jamais le fait qu'il y a des scientifiques, physiciens et biologistes qui eux aussi admettent l'existence des traînées chimiques. Ces nouvelles ne sont jamais portées à la connaissance du public car elles pourraient être déstabilisantes. En réalité, on a produit beaucoup de vidéos, de photos d'avions avec des traînées qui ne partent pas du moteur, ou alors des traînées qui passent au-dessus des nuages, ou des traînées intermittentes. Des phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués comme traînées de condensation normale des avions civils. C'est clairement difficile de donner une explication de ces images et de ces vidéos, des conséquences. L'unique stratégie pour nier l'existence des chemtrails est de se moquer de ceux qui les dénoncent, ou de ceux qui ont fait les photos ou les vidéos. Ne pouvant combattre les informations et les faits réunis depuis des années sur la question, ils cherchent à discréditer ceux qui s'exposent en dénonçant les traînées chimiques. La désinformation coïncide avec la position des médias grand public qui, sans exception, ignorent la géo-ingénierie abusive. Quand ils la mentionnent, c'est uniquement pour la considérer comme une légende urbaine, pour traiter les militants et les citoyens inquiets de visionnaires, de paranoïaques. Ils ont accusé de visionnaires et paranoïaques les militants et citoyens qui dénonçaient les risques sanitaires de l'industrie de l'amiante à Casale et Monferrato. Quelques décennies plus tard, les magistrats ont reconnu que de nombreux décès parmi les ouvriers et les habitants de Casale provenaient de l'exposition aux microfibres d'amiante. Des condamnations exemplaires ont été infligées, même si beaucoup de crimes étaient prescrits. La géo-ingénierie illégale est une pollution comme celle de l'amiante, mais multipliée par 10 000 et étendue à presque toute la planète. La désinformation est synonyme de silence coupable, de propagande et d'acharnement. Les plus acharnés sont les soi-disant débunkers, ou négationnistes et désinformateurs. Ce sont des personnes formées et endoctrinées pour désinformer, surtout dans les réseaux sociaux. Ils reçoivent des cours spéciaux financés par l'Union européenne et quelques partis politiques. Leur but principal est de créer la confusion dès que, sur Internet ou ailleurs, apparaissent des arguments épineux et de jeter le discrédit sur les chercheurs indépendants et les citoyens éveillés. Souvent, ils se présentent comme des experts, en recourant aux principes habituels d'autorité, mais si on lit leurs articles et commentaires, on ne trouve jamais une vraie réfutation, mais des positions de principe, ou, le plus souvent, des insultes et atteintes personnelles. Ils cherchent ainsi à délégitimer les interlocuteurs en les accusant d'infamie, en les calomniant sans peur d'encourir la moindre sanction, parce qu'ils sont protégés par les institutions liées à la désinformation sur l'environnement. Le rôle d'un certain nombre de comités, qui comprennent parmi les membres des intellectuels et des scientifiques prestigieux engagés dans une propagande constante en faveur du système, est central sur ce sujet. Comme les autres désinformateurs, ces spécialistes, plutôt que de nier à tâtons les faits et arguments de l'autre partie, ont recours à des considérations spécieuses et surtout à l'ironie facile, accompagnée d'arrogance et de vanité. Dès que vous grattez un peu, il se trouve qu'ils ont toujours des intérêts et des privilèges à défendre dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, la nanotechnologie et régénération de l'environnement, l'industrie chimique, militaire, les télécommunications, etc. Surtout gravitant dans le monde universitaire avec ses barons et ses intrigues, avec les sociétés de production. Tout tourne autour des collaborations et des contrats avec des entreprises publiques et privées, même avec les soi-disant groupes environnementaux qui sont en première ligne pour nier le phénomène. Caisse de résonance efficace pour la désinformation organisée, comme nous l'avons vu. L'ensemble des médias du régime, les désinformateurs sont coordonnés par un puissant appareil d'État. Ces structures subventionnent des campagnes virales pour soutenir à la télévision les versions officielles, ainsi que la promotion et la diffusion de fausses informations pour aider le pouvoir.
Quels sont les défis à relever? Comment pouvons-nous agir? Nous devons d'abord comprendre que s'opposer à la géo-ingénierie clandestine, c'est se soucier des générations futures, de nos propres enfants. Par quoi commencer? Si nous ne parvenons pas à arrêter ces opérations, nous pouvons nous attendre à des conditions météorologiques extrêmes avec tous les dégâts qu'elles engendrent. Nous pouvons nous attendre à une augmentation exponentielle des maladies. De nombreux exemples montrent qu'il est illusoire de trop faire confiance à des institutions inefficaces. Pensons à l'inertie des autorités judiciaires et locales face aux décharges illégales dans les campagnes où ont été enterrés depuis des décennies des déchets toxiques et radioactifs et personne n'a bougé le petit doigt. Pendant des décennies ont été enterrés des déchets industriels. Les déchets se sont infiltrés dans les eaux souterraines et les sols, empoisonnant tout. Donc aujourd'hui la campagne, en particulier les provinces de Naples et de Caserta, détiennent la première place dans les statistiques épidémiologiques sur le cancer. Il n'est peut-être pas trop tard pour inverser la tendance. Nous devons essayer de faire participer les biologistes, médecins, chimistes, écologistes sérieux, les administrateurs honnêtes, en leur demandant de contribuer à l'aide de leurs connaissances et compétences. Et pour atteindre autant de personnes que possible, commençons par le voisin, les parents et les amis. N'oublions pas que sont en jeu non seulement notre santé, mais d'énormes ressources confisquées à l'ensemble de la population, parce que la géo-ingénierie illégale coûte, rien que pour l'Italie, pas moins de 20 millions d'euros chaque jour. Des fonds sont détournés. Travailleurs, retraités, chômeurs, toutes les catégories vulnérables en sont victimes, maintenant plus que jamais, écrasées par des taxations implacables. Diffusons l'information, fournissons des réponses et des solutions. C'est l'occasion de retrouver notre liberté et notre dignité que les gouvernements mettent en pièces. Les gens qui s'aperçoivent de ce phénomène, de ce qui est en train de se passer dans le ciel, c'est hautement inquiétant. Ils voient que sur les vieilles photos qui datent de 20 à 30 ans, les traînées étaient complètement absentes. Ils commencent à se demander, que peut-on faire pour arrêter ce phénomène? Déclaration de Dane Wigginton. Les réacteurs ne produisent pas de traînées, sauf dans de rares circonstances. Et en tout cas, les avions qui pourraient générer une brève et fugace traînée sont trop élevés pour être vus du sol. En fait, la plupart des gens ne verront jamais une véritable traînée de condensation de toute leur vie. De nombreux observateurs du ciel et de pilotes de lignes aériennes ont décidé d'exprimer leur indignation face à la désinformation flagrante qui cache la géo-ingénierie illégale. Ce documentaire est dédié à notre père Pascal Marciano, qui nous a encouragés à poursuivre la recherche de la vérité, quelle qu'elle soit. Un merci spécial à toutes et tous les militants qui ont contribué à la réalisation de ce documentaire.